va se concentrer sur le café et les gâteaux. Alors François m'a très gentiment mis comme titre de mon intervention « Genève et la mondialisation ». Alors je suis pas tout à fait sûr d'être calé sur cette confrontation entre Genève et la mondialisation. Mon axe de réflexion, c'est plutôt les effets de la mondialisation dont Genève est un des points mondiaux. Merci. La mondialisation, c'est dommage que M. Berisville soit parti. Il y avait la fin du débat sur son intervention était intéressante. Il faut faire 3 rappels à propos de la Suisse et de sa banque centrale. Il faut savoir que la banque centrale suisse n'existe que par la grâce des cantons. Je m'explique. La capacité de battre monnaie a appartenu au canton jusqu'en 1896. C'est que depuis 1906 que la Banque nationale émet seule de la monnaie. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est bien gardé de le mentionner. L'article 99, chiffre 4 de la Constitution fédérale précise que 2/3 du bénéfice de la Banque nationale revient au canton. Et je ne sais plus, quelqu'un a demandé quelle est la part de contrôle de la Confédération. Heureusement, la Confédération n'a pas de contrôle du tout sur la Banque nationale, mais elle touche une partie du revenu de la Banque nationale alors que la Constitution ne le prévoit pas du tout. Alors ce sont des débats de fond qui prendraient trop de temps ici. Je suis pour une coopérative nationale de banques, ce qui est une toute autre vision de ce qu'on a actuellement, mais dans le schéma actuel, il n'y a pas de doute que le fonctionnement qui est en place est celui qui marche le mieux. Il ne faut pas qu'il y ait un couplage du politique et de la Banque nationale. La Fed américaine est encore un autre de nos grands problèmes, puisque la Fed américaine, vous savez qu'elle a été... En fait, la Réserve fédérale américaine a été privatisée. Et donc, c'est encore beaucoup plus loin que chez nous. Et le soir où ça s'est fait, c'est le 13 décembre 1913, où le président Woodrow Wilson a signé l'acte qui crée la Fed. Et le lendemain, il a dit « J'ai commis l'acte politique le plus grave de toute ma carrière, j'ai vendu mon pays à la banque ». Et si vous remontez un siècle plus tôt, en 1807 et jusqu'en 1835, il y a eu une lutte très très puissante entre les politiques et les banquiers, que j'appelle pudiquement les banquiers new-yorkais. Ceux qui connaissent New York savent de quoi je parle. Et on a demandé au président Andrew Jackson, qui a fait 2 mandats, quel a été votre plus grand, your best achievement, quel est l'acte le plus important que vous avez fait? Et il a répondu, vous m'excuserez la grossièreté du langage, I fucked the bank. J'ai baisé la banque. C'était pourquoi? Parce qu'il voulait dire qu'il avait maintenu la puissance publique sur la création monétaire, pour répondre à votre question tout à l'heure. Donc la création monétaire et la banque sont des choses extrêmement complètes et surtout très très délicates. Occupons-nous de la mondialisation. Alors la mondialisation, elle est toujours c'est toujours le même courant, hein, c'est toujours la même tendance, le même fil conducteur. C'est la création de l'argent et la confrontation entre le politique, l'économique et l'argent et les banques. La mondialisation, je vous invite, si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet,
à aller voir sur Internet la conférence du général de Gaulle qui est, sauf erreur, le 5 février 1961, où il fait un exposé sur l'importance de l'étalon or. Et si on écoute attentivement cette conférence, on comprend que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la situation qu'il a décrite. C'est-à-dire qu'on a permis à un pays de vivre sur le crédit des autres. Vous avez compris quel est le pays et le problème qu'il nous pose. Et c'est le premier de ces risques, et c'est là, c'est ce qui va nous amener à la mondialisation. Je crois que c'est le 13 ou le 14 août 1974, lorsque le président Nixon, un dimanche après-midi, est intervenu sur les télévisions américaines pour dire qu'il découplait le dollar de toute autre référence, c'est-à-dire que c'était le début du flottement du dollar. Pourquoi c'est si important? Parce que ça a donné, comme ça a découplé le dollar, qui était la monnaie la plus importante, et qui est encore, pour sa circulation et ce qu'elle permet de financer, la monnaie de référence dans l'économie mondiale. Alors, je parlais tout à l'heure avec notre collègue de Mir, qui est le contrepoids que mettent en place les BRICS, Les BRICS, c'est le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, pour contrer, et l'Inde, pardon, qu'il ne faut surtout pas oublier, hein, qu'il faut surtout pas oublier. Merci de me l'avoir rappelé. Oui, non, mais ce n'est pas seulement la masse de monde, c'est la masse économique que représente l'Inde. On n'a pas une très bonne perception par ici de l'importance de l'Inde sur l'économie mondiale. Et donc, aujourd'hui, on va assister, et c'est le thème de mon prochain livre qui s'appellera « La financiarisation et le monde », parce que la mondialisation a généré son enfant le plus terrible, qui est la financiarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut acheter des entreprises. L'exemple de Twitter, et je trouve assez explicite, on a, je crois, 44 milliards qui ont été annoncés. Maintenant, ils ont un litige entre eux, mais ça, on s'en fout, c'est pour faire joli dans le décor. Mais imaginez seulement une entreprise qui vaut 44 milliards, alors qu'elle repose sur quoi? Quelle est sa valeur, sa consistance économique? Elle est égale à zéro. Et donc, on utilise des réseaux financiers pour générer des fortunes colossales sans qu'on puisse reposer. Si vous voulez, autrefois, pour faire un raccourci, si vous me permettez, lorsque M. Ford avait une entreprise, ou que General Motors, c'est des secteurs que je connais relativement bien, avait une valeur en bourse de X centaines de millions, et pas de milliards, il y avait derrière plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'employés. Il y avait une production, il y avait une création de richesse, il y avait une création industrielle. Aujourd'hui, on paye 44 milliards pour qu'un président des États-Unis en 40 caractères ou 140 caractères puisse dire n'importe quelle connerie à la planète. C'est quand même, moi, je trouve que c'est assez effrayant. Et donc la mondialisation, elle est venue et elle a énormément perturbé les échanges économiques. Parce qu'on a, encore une fois, excusez-moi, il faut que j'ai un esprit plus structuré, parce que j'ai un peu un esprit d'escalier, mais lorsqu'on utilise le marché le plus grand, j'utilise des références connues qui ont été utilisées avant moi. L'exemple de Nike, vous connaissez tous la marque de basket Nike, qui est largement dominante sur son marché, a détruit l'emploi de son propre marché principal.
Nike a détruit l'emploi aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est allé produire en Chine. Et comment est-ce qu'on est allé produire en Chine? Bien, tout simplement parce qu'il y a l'effet mondialisation. C'est-à-dire que vous n'avez plus de barrières. Il y a plus de barrières. On a fait sauter les barrières douanières. On a fait sauter toute une série de barrières qui font qu'on a totalement déréglé la machine économique. Et donc, elle n'y est plus là. Mais le titre de mon dernier livre, c'était « Rêve ou cauchemar ». Donc la mondialisation et le XXe siècle, rêve ou cauchemar. Ben, vous avez compris dans quelle version je me trouve. Je pense que c'est un cauchemar. Mais ça ne s'est pas arrêté. Et le XXIe siècle, qui lui va intensifier la financiarisation, surtout avec le conflit en cours de la Russie et de son ancienne partie qui est l'Ukraine, on va arriver avec des problèmes extrêmement sévères. Alors cet hiver, je vous conseille d'acheter des pulls ou de vous remettre au tricot, les uns et les autres. Mais je pense qu'on n'a absolument pas vu qu'en prenant parti comme on l'a fait, on va déséquilibrer encore davantage ce trio qui est ici, où vous voyez les États-Unis, la Chine et la Russie. Et on ne peut pas se passer des trois. En prenant la position que la Suisse a prise dans ce conflit, je pense que la Suisse va se trouver avec d'assez gros problèmes. On ne peut pas se passer de la Russie. C'est une illusion, c'est le mirage du parapluie américain. Je vous rappelle quand même tous que s'il y a une chose que les Américains ne font jamais, c'est entrer en conflit avec des forces aussi grosses qu'elles pour essayer d'en défendre un qui est plus petit. C'est juste pour vous dire, vous voyez bien que dans l'affaire ukrainienne, alors qu'ils pourraient très bien prendre une part plus importante, ils ne le font pas, ils se contentent d'envoyer de l'armement, mais qu'ils ne font surtout rien d'autre. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision du monde et de la mondialisation. Je pense qu'on devrait, d'un point de vue genevois, on a une vision qui est encore différente, puisque nous sommes dans une autre mondialisation, nous sommes dans la mondialisation diplomatique, ce qui est un autre volet, un autre aspect de la mondialisation. Et évidemment que nous, on ne doit pas sortir de là, on doit y rester et on doit faire très, très, très attention à ne pas sortir de ce marché-là. Je sais que ça embête certains d'avoir à Genève l'OMC et quelques-unes de ces autres grandes organisations, mais c'est une question tout à fait centrale pour Genève d'être au cœur de ces débats. Et c'est ce qui permet à la Suisse, quoi qu'en pensent les Alémaniques, d'être sur la scène internationale. C'est ni Zurich ni Bâle, encore que Bâle se discute, qui mettent la Suisse sur la scène internationale. C'est Genève et sa puissance diplomatique. Et là, la mondialisation a un tout autre aspect, elle est toute différente et elle nous sert véritablement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc si vous avez des questions pour Patrick Dimier, donc je ne sais pas si... Enfin, la conférence était très claire, j'imagine. Donc voilà, oui, Simon. Merci Patrick, ça a été très merveilleux votre conférence. Mais oui, je dis merci et ça a été très, très génial votre conférence. Mais moi, j'aurais voulu que vous nous parliez de pouvoir d'achat où le litre d'essence est à 2 € quelque chose à Genève, alors qu'en France, les députés se battent, ils ont remis le litre d'essence à 1,50 €. Il y a que Genève, ça ne cesse pas d'augmenter le litre d'essence et que la nourriture et d'autres ne cesse pas d'augmenter dans les supermarchés et autres. Donc, on aimerait que vous parliez du pouvoir d'achat actuellement des citoyens genevois.
qui ne fait que baisser. Merci François. Alors là, on a un autre volet de la mondialisation, hein. C'est aussi dans les effets multiples de la mondialisation. Ce que tu évoques, c'est tout simplement des hausses de prix constantes à la vente. Mais la même hausse ne se retrouve pas à la production. Autrement dit, c'est une hausse des marges, mais ce n'est pas une hausse du produit. Autrement dit, ce n'est pas le producteur qui augmente ses prix, comme on cherche à nous le faire croire sur certains produits actuels, c'est la grande distribution qui augmente ses marges. Et là, alors je parle vraiment de la Suisse, hein, je ne m'occupe pas des Français et du prix de leur gasoil. Je parle vraiment de la Suisse. On a un monsieur qui s'appelle Monsieur Prix et dont on se pose très sincèrement la question de l'utilité. Parce que là, il y a 3 scandales qui sont sortis au cours de l'été. Le premier, si vous l'avez lu, c'est que la Migros ne veut plus vendre du lait genevois parce que, je ne sais plus, il est pas, peu importe quel est l'argument. Mais moi, je dirais, on interdit la Migros parce qu'elle ne prend pas nos produits. Mais en fait, ce qui est derrière cette action contre le lait genevois, parce qu'avant, la Migros vendait, c'était des demi-litres ou des litres jaunes qui étaient le lait des laiteries réunies, c'est parce que leur marge n'était pas assez grande. À titre très personnel, je le fais parce que c'est le seul produit que j'achète chez eux. Moi, je vais chez Manor. Pourquoi? Parce que c'est la seule entreprise à Genève qui vend le lait équitable. Vous le payez un petit peu plus cher, vous le payez 1,80 franc, sauf erreur de ma part, mais le producteur, celui qui fait le gros du boulot, il touche 1 franc. Or, le franc, c'est ce qui fait qu'il a la petite marge, je crois que c'est 3 ou 4% de bénéfices dont il a besoin pour vivre. Et donc, bien sûr que c'est le commerce, c'est l'utilisateur final, c'est-à-dire nous tous, qui paye la différence. Mais au moins, avec ce système, on sait que le producteur est payé pour ce qu'il fait comme travail, ce qui n'est pas le cas chez Migros, puisque chez Migros, la marge est trop forte. Vous avez le deuxième scandale qui est sorti, c'est que la Migros vend les abricots du Valais plus cher que ses concurrents, mais paye moins cher les producteurs. À quoi sert Monsieur Prix? Si Monsieur Prix ne dit pas « arrêtez là, c'est fini, on arrête ce jeu-là » et vous payez correctement le producteur, ben, on se retrouve avec le problème que tu soulèves du pouvoir d'achat qui est attaqué de manière très directe. Alors, bien sûr que nous, ça fait partie de nos credos politiques au MCG. On défend les consommateurs parce qu'on défend les citoyens. Mais c'est vrai aussi qu'on doit être beaucoup plus agressif sur ces questions-là. Et je remercie par avance notre président, dont je sais que ça fait partie des credos politiques de campagne de l'année prochaine, c'est de revenir sur cette scène-là avec des credos puissants, parce que c'est pour ça que les gens votent pour nous. Les gens votent pour nous parce qu'on est véritablement les seuls sur la scène politique genevoise à défendre Monsieur Tout-le-Monde, dont François, moi et tous les autres du mouvement faisons partie. Merci en tout cas par la question. On économise sur le personnel. Merci beaucoup, Monsieur Demier. Merci de votre exposé. Je vous ai pas suivi assez bien, donc ça m'intéressait que vous développez juste un petit peu le point de réserve fédérale, comment elle était privatisée, parce que ça m'intéresse vivement. Hein. Et je vous ai pas suivi. Alors, la Fed, la privatisation de la Fed par les banquiers new-yorkais est une très très vieille affaire. Ça a même généré les 2 premiers attentats contre des présidents américains.
le président Andrew Jackson avait opposé son veto une première fois en 1834 à la vente, enfin à la mainmise de la banque new-yorkaise, donc la bande d'affaires, hein, c'est Goldman Sachs et toute cette joyeuse bande, sur la monnaie américaine. Il a mis un premier veto. Il y a eu l'élection, il a été réélu. Ils ont reposé la même action et il s'est réopposé. Et il y a eu un deuxième attentat contre lui, évidemment par un fou qui était là par hasard et qui se promenait dans les couloirs. Tous les présidents américains qui ont été, à part un, victimes d'attentats sur leur personne, ont toujours été à l'arrière des questions d'argent. La mort de Kennedy, j'en parle longuement dans ce livre, la mort de Kennedy est clairement liée à cette question puisqu'il avait fait un décret fédéral, un décret présidentiel qui permettait à la Banque centrale américaine, à l'État américain, pardon, de créer de la monnaie sur la base de la réserve d'argent. Parce que le dollar était une monnaie couverte par deux. Une partie par l'or, une partie par l'argent. La partie par l'or était dans la main de la banque new-yorkaise, donc la Fed, et la partie par l'argent était par l'État américain, c'était la couverture sur laquelle seul le président des États-Unis avait la main. Et donc, il a fait ce bill présidentiel, un billet présidentiel, qui est le 1110 ou 1111, non, 1110, et qui dit que c'est le billet américain ou la monnaie américaine est protégée par l'argent, soutenue par l'argent métal, hein. Et jusqu'en 1900, je suis un peu embêté, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est jusqu'en 1965, il y avait plus d'argent dans la monnaie, donc dans les pièces de monnaie, depuis le dime, la petite pièce de 10, jusqu'au dollar. Il y avait plus d'argent métal que la valeur de la monnaie. Donc, voilà. Et donc, on a assassiné Kennedy. Et évidemment, on a tout de suite supprimé cette position. Et quel a été l'effet immédiat? C'est que la dette de l'État américain vis-à-vis des banques a été pulvérisée à de 350%. Aujourd'hui, ça doit être 1000%. Donc, c'est toujours le président Abraham Lincoln. Il y a eu alors lui, il a été aussi tué, évidemment par un fou qui passait par là. Mais en fait, lui a été tué pour une autre raison, c'est que lui émettait, les banques ne voulaient pas alimenter l'État fédéral pour une raison simple, c'est que leur intérêt, c'était pas qu'il y ait une paix sur la guerre civile, ils avaient intérêt à ce que le conflit continue. Abraham Lincoln était un grand croyant et il estimait que sa mission divine était de mettre un terme à ce conflit. Et donc, il a un de ses conseillers qui lui a dit « Tu peux émettre des billets qu'on a appelés les greenbacks ». C'est des billets qui étaient verts, tout verts, et qui permettaient à l'État américain de financer les soldats, de financer l'armement, et ce qui a permis en 1865 de mettre un terme à la guerre de sécession. Voilà. Donc, il y a toujours des conflits entre le politique et la banque centrale. C'est pour ça que c'est dommage que le monsieur soit parti, parce qu'il aurait compris pourquoi je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de contrôle du politique sur la banque, mais il ne faut pas qu'il y ait de contrôle de la banque sur le politique. Ce sont des sujets qui doivent être séparés et qui, chez nous, par grâce, le sont. Je crois que madame en jaune avait un... Du départ de Firmenich et la fusion de Firmenich et le départ de Firmenich au canton de Genève. Vous avez parlé du rayonnement tout à l'heure international de la place de Genève au niveau de l'OMC, tout ça, des grandes organisations internationales, mais au niveau économique, le fait que des grosses entreprises comme ça
fusionnent ou quittent le canton. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les grandes entreprises, il se trouve que je connais pas très bien, mais en tout cas assez bien une partie de la famille Firmenich. Ce sont des familles qui restent là où elles se sentent à l'abri. Et elles restent là. On a eu le problème le même avec Givaudan. Hein. Et lorsque ces familles pensent que leur environnement économique est soit fragilisé, soit en danger, elles ont tendance à faire des mouvements. Alors, Givaudan avait été racheté par Roux à l'époque, qui était membre d'un grand groupe. Et puis après, c'est revenu chez nous, et de nouveau Givaudan et Genevois, en ayant changé de propriétaire, évidemment. Et ce qui s'est passé avec les Firmenich, c'est qu'il y a un moment déjà, hein, c'est un marché d'une lutte incroyable. Le marché comment on appelle ça, pardon, voilà, les aromates et de tout le reste, les lyophilisés, où ils sont leaders mondiaux, s'ils ne se sentent pas soutenus par l'État où ils sont, c'est des gens qui n'ont aucun scrupule. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils sont tous multimilliardaires. Donc pour eux, on ne fait pas dans le sentiment. Hein. Et donc ils ont estimé que avec l'arrivée de Madame Fischer, ils se retrouvaient à risque et pas soutenus. Et donc il y a très longtemps que cette offre était sur la table. Hein. C'est pas sorti comme ça. Il y a un moment que les Firmenich hésitaient, réfléchissaient, que la question pour eux, c'était pas tellement de s'allier, parce que quand vous êtes sur des marchés avec une pareille concurrence, évidemment qu'il vaut mieux s'allier. Qu'il vaut mieux s'allier avec des puissants pour pouvoir garder la maîtrise du marché. Mais là où ça s'est gâté, c'est leur départ. Et leur départ, il est entièrement dû aux politiques au niveau de l'exécutif genevois, où ils se sont sentis déstabilisés, pas soutenus. Et encore une fois, il faut juste comprendre qu'on ne parle pas de 2 francs. Pour ces gens-là, c'est une entreprise familiale, non cotée en bourse, c'est-à-dire que l'actionnariat est 100% dans les mains de la famille. Bah, si eux, ils se sentent en danger, c'est clair qu'ils ne vont pas faire de cadeaux et qu'ils vendent et ils s'en vont. Ah, ils vont rester, encore, ce n'est pas sûr que tous restent, hein, parce que si on continue à vouloir augmenter les impôts de ce genre de catégorie de personnes, ils ne vont pas rester, hein, à un moment donné où ils vont dégager. Mais la cause, elle est véritablement, je dirais, d'abord de nature économique, stratégique. Seul, ils devenaient trop sujet à des attaques et donc ils voulaient s'allier à quelqu'un de puissant. Les Hollandais sont puissants dans ce domaine. La question, c'était le siège. Et le siège, ils ont estimé que Genève était plus adéquat. Et voilà, point. Terminé. Merci. Bon, maintenant, merci infiniment pour ta conférence, Patrick. Brillant comme d'habitude. Alors, nous avons une pause café maintenant. Vous pouvez donc vous servir à l'entrée. Il y a tout le nécessaire qui se trouve pour un petit café, un petit 4 heures, si je puis dire, avec un peu de retard. Et puis après, il y a la prochaine conférence. Hein. À tout de suite. Hein. Ici, qui aura lieu ici.
voulez bien, on va commencer la prochaine conférence qui s'intitule « De la préférence cantonale à l'économie circulaire ». C'est en effet une idée neuve. Slide. Une idée neuve. Depuis sa fondation, donc en 2005, le MCG a défendu le concept de préférence cantonale. Il convient de faire une définition de ce qu'est la préférence cantonale, chose que je vais vous rappeler. Donc la définition, c'est que dans les PME, le MCG préconise d'accorder des mandats d'abord aux entreprises locales. Pour l'emploi, ce que nous préconisons, bien évidemment, c'est l'engagement préférentiel des employés locaux, c'est-à-dire des résidents genevois, comme on dit, et des citoyens suisses, c'est-à-dire les gens qui ont véritablement des racines locales. C'est en matière de logement, le MCG préconise de donner la priorité aux habitants. Donc nous l'avons indiqué au travers de l'initiative qui a été acceptée. Enfin, c'était plutôt un projet de loi qui a été combattu en référendum. Et nous demandions justement que les gens qui habitent déjà dans le canton puissent plus facilement avoir du logement social qu'un logement subventionné, parce qu'il faut savoir qu'il y a des listes d'attente qui sont considérables. Donc l'idée, c'est de réduire cette liste d'attente. Donc la préférence cantonale, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Le MCG a réussi à imposer la directive cantonale dite de préférence cantonale qui oblige l'État d'engager localement. On voit sur la slide suivante l'effet, s'il te plaît Gilbert, l'effet de la directive cantonale sur l'emploi, donc directive qui a été mise en place par Mauro Poggia, comme il l'a indiqué dans un de ses ateliers le matin. Donc on voit tout à fait que, ça c'est des chiffres de l'État de Genève, on voit qu'on est passé, ça c'est les demandeurs d'emploi engagés, donc c'est les gens qui sont passés par l'OCE, on voit qu'on avait en 2012 25% et qu'on s'est retrouvé en 2016 avec 70%. L'obligation de recourir, quand il y a un poste nouveau à l'État ou quand il faut repourvoir un poste à l'État de Genève, le fait de mettre en place cette directive, c'est une directive du Conseil d'État, on voit que ça a eu un effet direct. Il y a également d'autres éléments qui montrent les effets positifs, mais c'est ce graphique-là qui est quand même le plus clair et qui montre l'effet de cette directive. Donc le combat continue. En effet, le MCG fait de nombreuses propositions au Conseil d'État et au Conseil national pour mettre en œuvre la préférence cantonale. Malheureusement, de trop nombreuses actions n'ont pas été suivies parce que tout simplement nous étions minoritaires dans les conseils et que nous n'avions pas le poids politique suffisant, d'où la nécessité de nous renforcer et c'est l'objectif que nous aurons pendant toute cette campagne électorale. Le moment est également venu d'élargir l'action que nous avons faite jusqu'à maintenant. Et dans ce cadre-là, le concept d'économie circulaire se situe dans le prolongement de la préférence cantonale. Revenons sur le terme de mondialisation dont Patrick Dimier a fait un survol. Enfin, il a évoqué cette problématique qui est également une problématique centrale. Notre économie est devenue de plus en plus mondialisée, ce qui confine parfois à l'absurde. On l'a vu pendant la crise Covid. C'est vrai que nous avons tous pu réaliser que nous étions dépendants de manière excessive de l'extérieur. On l'a vu avec les masques, par exemple. On l'a vu avec le problème de certains médicaments. Donc,
on voit que notre mode de développement, tel que nous l'avons pratiqué, est arrivé un peu à une impasse et qu'il doit être modifié pour garantir les éléments importants, c'est-à-dire nourriture, énergie, conditions de vie. Je vais faire une petite définition de ce qu'on pourrait appeler, disons, de manière générale, l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire ? C'est un nouveau modèle économique qui fonctionne en boucle. Voilà, telle est l'idée. L'objectif est d'avoir le cercle le plus court possible. Ce modèle est basé sur la proximité. C'est en cela que le concept de la préférence cantonale s'inscrit dans l'économie circulaire. Les tenants traditionnels de ce qui s'appelle très souvent l'économie circulaire ne parlent jamais du marché du travail. Au contraire, nous devons connaître que c'est une des questions centrales. En effet, il est complètement absurde de vouloir exclure le problème de l'emploi, mais également la question des frontières, ce que font les milieux de gauche et de droite. La frontière et l'emploi sont les éléments centraux qui permettent de structurer une économie circulaire. Une économie circulaire, c'est un élément structurant. Une économie circulaire qui favorise l'économie locale et l'emploi local doit être fondée sur la frontière. C'est la frontière qui permet d'avoir des circuits courts. Défendre l'Union européenne, par exemple, ne permet pas de développer une économie circulaire. J'aimerais venir ici au niveau des entreprises locales. Le MCG défend la préférence, donc là, on a un peu de retard avec les slides, mais je vais laisser notre ami avancer un peu. Voilà, les entreprises locales. Le MCG défend la préférence cantonale également pour les entreprises locales. Il est absurde d'aller chercher ailleurs ce que nous avons sur place. Les commandes de l'État devraient tenir compte de la domiciliation à Genève des entreprises. C'est un élément important. Il n'est pas acceptable d'attribuer des mandats payés par les impôts des entreprises locales à des sociétés extérieures. Nous avons pu ainsi déplorer un chantier pour le dépôt TPG en Chardon qui a été attribué à une entreprise étrangère qui sous-payait scandaleusement ses employés. L'attribution des mandats de l'État à des entreprises privées doit répondre au principe de préférence cantonale qui est aussi de l'économie circulaire. J'aimerais aborder maintenant un autre élément qui est également un élément important. Alors, j'allais un peu vite, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Alors, j'arrive en dernier, donc j'essaie de... Alors, vous aurez peut-être l'occasion, si vous voulez, de me poser des questions un peu plus tard, mais l'élément important, c'est l'énergie. On le voit maintenant, on voit que c'est un des éléments centraux, comme l'est, bien évidemment, l'emploi, comme l'est le problème de la frontière. Je voudrais quand même indiquer que de nombreux domaines peuvent être concernés par l'économie circulaire. L'énergie est un élément central, comme nous le voyons avec la crise ukrainienne et le risque de pénurie d'électricité. C'est la faillite donc du modèle mondialisé. L'interconnexion de l'électricité au niveau européen nous rend très faibles et très ouverts à tous les risques externes. Les menaces de la Russie, les défaillances du nucléaire français, par exemple, nous mettent face à de nouveaux problèmes. C'est la faiblesse des grands réseaux interconnectés. Nous dépendons des erreurs des autres et de leur égoïsme naturel. En matière d'énergie, donc, en conséquence, il faut privilégier les circuits courts. J'aimerais ensuite évoquer des promesses limitées. Croire qu'en recouvrant Genève de panneaux solaires, comme certains nous disent, croire que cela nous permettrait de retrouver notre indépendance énergétique, c'est en soi une grave erreur. Ce n'est pas la solution magique et universelle qui nous est promise. Il ne faut pas renoncer au solaire, qu'il convienne développer pour accroître notre autonomie. C'est une solution partielle du problème énergétique. Mais il faut avoir conscience de ses limites et de ses inconvénients.
Donc, j'aimerais quand même rappeler ici les limites du solaire. L'énergie solaire a plusieurs limites. C'est une énergie intermittente qui dépend des conditions météorologiques. La fabrication des panneaux solaires nécessite une production polluante externalisée en Chine. La Suisse est incapable de protéger son industrie naissante du panneau solaire, qui a été détruite, disons, parce qu'elle commençait à émerger, puis une sorte de dogmatisme libre-échangiste qui a eu sa peau. Le fait d'acheter des panneaux solaires en Chine pour les installer en Suisse nous écarte d'une économie circulaire avec des conséquences négatives au niveau économique et social. J'aimerais arriver sur un autre élément. Alors, il y a beaucoup d'éléments que je mets sur la table, mais je crois que ce sont des éléments qui méritent d'être examinés. C'est que Genève est la capitale de l'innovation. Il faut savoir que Genève a la chance de développer des technologies avant-gardistes dont très souvent on n'a pas connaissance. Ainsi, je rappellerai que c'est au CERN qu'a été créé le web, donc Internet, et qui a permis le développement d'Internet. Enfin, le web qui a permis le développement d'Internet. C'est au CERN qu'est également développé une nouvelle technologie avec d'anciens employés du CERN, donc grâce au CERN. La société genevoise Transmutex a développé un amplificateur d'énergie qui permettrait de produire sans danger de l'énergie de manière décentralisée. Il s'agit donc naturellement de prototypes, mais nous aurions intérêt à accélérer la réalisation. Le slide suivant. La Suisse donc, a négligé ces dernières années le développement de l'hydraulique. La solution ne viendra pas d'une seule énergie, mais il faut privilégier en fait toutes les formes d'énergie. Il ne faut pas avoir une énergie en particulier, mais une multitude de solutions. Et toutes ces solutions doivent s'écarter des réseaux interconnectés. Tout ce que l'on peut faire de manière locale, de manière en proximité, on le voit déjà au niveau de l'hydraulique, on en fait déjà beaucoup à Genève, c'est un pourcentage important, sauf erreur, enfin, Daniel Sormani qui est là me corrigera, mais il me semble qu'on était en tout cas à 25% de fabrication de l'électricité grâce à l'hydraulique genevois. On est plutôt dans cet ordre de grandeur. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait encore optimiser, ou en tout cas optimiser avec la création de nouveaux barrages alpestres. Je crois qu'il faut faire preuve de pragmatisme au niveau énergie et, dans tous les cas, favoriser les circuits courts. Slide suivant. Voilà, conclusion. Donc, l'économie circulaire se place dans le prolongement de la préférence cantonale, comme indiqué. C'est la frontière qui permet le développement de l'économie circulaire. Il ne s'agit pas d'une fermeture au monde, d'une autarcie, comme on pouvait l'appeler en termes économiques, mais c'est une vision tout à fait nouvelle de voir la société. Comme la préférence cantonale, qui est un concept qui n'est pas un concept rigide, ce n'est pas un concept de fermeture, c'est un concept de dire on a des énergies locales, on a des talents locaux, utilisons-les. L'idée est également de se dire qu'on doit travailler de manière circulaire, arrêter d'avoir un modèle où on va chercher du personnel à l'autre bout du monde ou chercher de l'autre côté de la frontière alors qu'on a du personnel local, ce qui ne nous empêche pas quand même de recourir, si jamais nous avons besoin de talents spécifiques, à des personnes qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas une économie fermée, c'est une économie ouverte, mais une économie qui favorise les circuits courts. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans le système, nous sommes plus ou moins dans une logique, disons, centrifuge, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on essaye plutôt de rapporter vers le centre, alors qu'on est, je suis désolé d'utiliser cette formule, on est plutôt dans une économie plutôt un peu de forme centripète, c'est-à-dire qu'on écarte les gens et puis qu'on fait quelque part fuir
ou qu'on met les gens en difficulté, même, et les personnes qui sont les plus exposées sont les personnes qui viennent d'arriver d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas les codes sociaux, ils n'ont pas les connaissances qui leur permettent de s'intégrer à Genève. Donc on est dans une certaine hypocrisie où on a une véritable casse humaine, une casse de cohésion sociale, et c'est cela que nous voulons éviter. C'est pour ça que j'estime qu'il est souhaitable que l'on développe la préférence cantonale dans le sens également d'une économie circulaire comprise de manière raisonnée et raisonnable et non pas dogmatique, bien évidemment, comme le voient par exemple les Verts, mais de manière intelligente et de manière citoyenne, c'est-à-dire une économie au service du citoyen. Voilà, je suis allé un peu au pas de course, mais j'espère que j'étais malgré tout clair, malgré la rapidité, mais je vais vous laisser... Voilà, j'ai demandé peut-être à Benjamin de... Oui, il faut aussi pas oublier que la Suisse a bientôt 10 millions d'habitants. Moi, j'ai connu la Suisse quand on était 1,2 million. Et ça, c'est aussi un truc qu'on oublie de parler. C'est que, par exemple, on parlait de l'énergie, mais si, par exemple, on ne peut pas mettre 3 litres dans 1 litre, et si un pays est prévu pour tant de personnes, c'est logique que s'il y a trop de personnes, il y a une trop grosse consommation d'énergie, et faut en fabriquer encore plus, et ça n'arrête jamais. Et le problème pour l'emploi, c'est la même chose. À Genève, on a un gros problème. Il y a énormément de gens qui travaillent au noir. J'ai des gens qui sont venus me raconter qu'ils avaient jusqu'à 4 travails où ils n'étaient pas déclarés. Et il y a plein de problèmes de ce type qui ne sont pas pris en compte. Bon, c'est vrai que ça, c'est les conséquences de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est déséquilibrée. On ne vit pas dans une société qui est équilibrée, c'est-à-dire qui permet à chacun de ses habitants de vivre de manière... on a une surconcurrence au niveau des places de travail, où il devient de plus en plus difficile, même pour des jeunes qui ont une bonne formation, de trouver un emploi. Il est difficile de trouver un logement. En particulier, c'est surtout les jeunes qui sont les plus exposés, disons, à cette pression, parce qu'on a un déséquilibre. Alors, tout l'enjeu, il est certain, c'est de trouver des solutions. Mais trouver des solutions qui soient des solutions qui doivent remplir, à mon sens, à plusieurs éléments. D'abord, être efficace. D'un autre côté, avoir des concepts qui sont des concepts novateurs comme l'économie circulaire, comme la préférence cantonale, qui permettent justement de favoriser les citoyens. Et aussi, quand on entend les citoyens, on entend les habitants. Parce que quelqu'un m'a fait la remarque, il m'a dit « Ah, vous dites soutenez les Genevois ». Moi, à mon sens, c'est très clair que quand je parle de Genevois, je parle d'habitants de Genève. Alors que malheureusement, c'est vrai que dans le vocabulaire, il faut faire attention, parce qu'il y a même des gens qui sont naturalisés il y a 20 ans, puis quand on parle de Genevois, ils ont l'impression de ne pas être considérés comme Genevois. Donc après, il fut un certain temps où des gens croyaient que s'ils n'étaient pas nés il y a 500 ans, ce n'étaient pas des ancêtres nés il y a 500 ans à Genève, ils n'étaient pas vraiment Genevois. Donc on rentre dans des délires comme ça. Je crois qu'il faut voir que Genève est une ville ouverte depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, on est une ville de foire, on est une ville où il y a des déplacements. Donc il faut gérer cette ouverture au monde. Et cette ouverture au monde, on est obligé de la gérer. Et les plus exposés sont ceux qui viennent d'arriver. C'est-à-dire, c'est les derniers arrivés qui sont les plus exposés à ce genre de pression. C'est pour ça qu'il faut trouver des dispositifs. Et c'est ce que le MCG a commencé à proposer, c'est ce qu'il doit continuer à proposer. Alors, ce que j'ai fait, c'est du conceptuel, c'est vrai, je suis d'accord, mais je crois que c'est important pour avoir des concepts de base, puis se dire après, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelles sont l'idée, c'est aussi de proposer, d'être force de proposition. On nous a dit, vous étiez une force d'opposition.
et vous devez devenir une force de proposition. Je trouve que c'est une excellente formule. C'est vrai, j'adhère tout à fait à ça. Il fut une époque où nous étions limités à des slogans. Alors c'est bien d'avoir des slogans, mais à un moment, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on réussit à faire? Et puis le problème, c'est vraiment d'agir, de faire des propositions qu'on l'ait fait. On l'a vu avec la préférence cantonale, directive du Conseil d'État. On a travaillé la directive, on l'a surveillée. Maintenant, notre travail à la députation, et puis pour les prochains députés qui seront élus, ça va être de surveiller l'application de cette directive pour faire en sorte qu'on engage les gens qui habitent ici. Donc des gens qui sont à la fois citoyens suisses, mais qui sont aussi qui ont un permis C essentiellement, quoi, disons, et qui habitent dans le canton et qui ont un gros accent genevois et qui ont un passeport italien ou espagnol ou portugais ou autre, quoi. Voilà. Madame, oui. Merci. Oui, Madame me posait une question. Juste, la Suisse à peu près peut ressembler un petit peu. J'ai l'exemple de l'Autriche et de la Hongrie. Ce sont des pays qui ont travaillé. Bon, on peut être d'accord avec qu'il y a quand même certains excès aussi au niveau des politiques, mais ils essayent quand même ces dernières années de protéger les nationaux au niveau de l'emploi et de préserver un petit peu, parce que comme disait monsieur tout à l'heure, c'est des petits pays qui ont une certaine capacité d'intégration et qui essayent de préserver leur économie afin d'avoir un certain bien-être pour tout le monde. Comme vous dites aussi, les derniers arrivés. Donc l'Autriche, je crois, enfin, je sais pas les détails, et la Hongrie sont des pays qui essayent vraiment de travailler sur la préférence nationale, si je peux me permettre. Oui, je connais mal ou pas du tout les exemples autrichiens et hongrois. J'imagine que chaque pays peut avoir des solutions positives ou des solutions négatives même, hein. Tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Alors bon, l'idée de préférence nationale, nous c'est préférence cantonale, je préfère, parce qu'il y a l'idée de proximité, donc beaucoup plus. Parce que national, c'est vite un peu des ensembles un petit peu guerriers. Bon, j'ai rien contre chaque... je suis plus pour des ensembles. Je pense que ça correspond plus à la nature des Genevois. Même, je vois un de nos amis de Savoie, ça correspond beaucoup plus à l'idée d'avoir un terme des provinces qui ont leur propre autonomie, leur propre personnalité et qui veulent défendre leur personnalité, qui n'est pas une personnalité fermée, qui est une personnalité ouverte sur le monde, mais qui est une personnalité qui malgré tout veut s'affirmer. Voilà, je crois qu'il y a Simon qui veut. Oui, merci François, merci de votre exposé. Alors, moi, je voudrais revenir, quand vous parlez de préférence cantonale, je parle du Tessin. Le Tessin, qui est un canton comme Genève, il a voté la préférence cantonale dans son canton. Donc, il applique, en votant ça, il n'a pas épargné certaines entreprises que voilà, parce que ceux-ci reçoivent les subventions de l'État qui doivent appliquer la préférence cantonale. Mais il a fait pour toutes les entreprises. Donc, ces entreprises ont marché. Donc, je sais, ça fait depuis qu'on parle, on n'a pas encore voté à Genève cette préférence cantonale. Et je ne sais pas comment on n'arrive pas encore à le voter. Et j'aimerais savoir comment on va le faire pour que ça passe. Merci. Malheureusement, Simon, je suis obligé de te démentir. Malheureusement, on n'a pas voté pour la préférence cantonale, pas encore. J'espère bien qu'un jour, peut-être, on arrivera à trouver une majorité, mais actuellement, je ne pense pas que les partis politiques ou il n'y ait pas de majorité dans la population pour voter cela. On a juste une directive du Conseil d'État par un peu Roger Gollet a expliqué comment cette directive, dans un des ateliers, comment elle a été mise en place, c'est-à-dire un petit peu suite à une pétition du MCG, qui ensuite
a poussé un des conseillers d'État, qui était Longchamp, à lancer cette directive. Et ensuite, Moro-Poggia a repris cette directive et l'a rendue plus efficace. Mais malgré tout ça, à mon sens, cette directive est encore largement insuffisante. Il faudrait d'abord la surveiller son application et faire un travail supplémentaire à faire. Il y a aussi peut-être une norme légale, mais c'est vrai qu'une norme légale, vous dites, vous écrivez quelque chose dans la loi, encore faut-il que la loi soit appliquée après. Et ça, c'est tout un travail de suivi. Faut bien voir la situation où se trouve Genève. Genève, c'est une tête d'épingle, et il y a autour un État qui est un État centralisé, qui est un État impérialiste. Hein. On se plaint de la Russie qui est impérialiste vis-à-vis de l'Ukraine, mais la France a aussi un travers où il y a les restes d'un empire, même s'ils ont perdu leur colonie. Ils sont quand même impérialistes quelque part dans l'esprit. Et puis nous, on est au milieu de ça. On a un État qui est un petit peu... on est dans une autre logique et on doit protéger les habitants de ce canton face à cet ensemble autour de nous qui a une différence économique et politique qui est c'est très simple. Regardez combien on gagne de l'autre côté de la frontière, regardez combien on gagne ici, avec le même salaire. On vit très bien de l'autre côté de la frontière, on ne vit pas très bien à Genève. C'est évident, quoi, disons. C'est l'évidence, malheureusement. C'est pour ça que même des Genevois sont contraints d'aller de l'autre côté de la frontière. Un de nos membres nous disait même qu'il y a un service social qui a dit ah, « mon loyer est trop élevé », il est allé se plaindre, puis on lui dit « ah, vous avez qu'à aller de l'autre côté de la frontière ». Un service social officiel, c'est scandaleux. D'ailleurs, on va intervenir auprès du Grand Conseil parce que c'est scandaleux qu'un service social dise ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Mais je vous propose, alors, soit on pose, qu'on termine, il y a une verrie qui est prévue. Alors, si vous voulez, on peut discuter tranquillement près d'un verre. En tout cas, je vous remercie tous. Et puis, j'ai juste profité de remercier toutes les personnes qui ont participé. Anna Rock n'est pas là alors qu'elle a eu... et puis tous les autres parties, c'est elle qui m'a bien aidé pour organiser la journée, pour les réservations de salles, l'organisation des repas, tout le reste. Je tiens à remercier donc Gilbert, qui est notre community manager, José, un des piliers du MCG, Benjamin, du secrétaire, et puis vous tous pour votre soutien. Et puis je compte sur vous pour les élections. On cherche des candidats de qualité, on cherche votre soutien aussi pour la campagne. En tout cas, on est prêt à défendre les intérêts des citoyens de Genève, tous ensemble. Voilà. Merci.